comment faire la différence entre des troubles cognitifs qui seraient liés à l'âge, au stress, et des troubles cognitifs qui seraient directement liés à la maladie. Parce Alors, que le patient, comment dire, il est malade, certes, et il peut avoir aussi par ailleurs de la fatigue, du stress. Donc, comment distinguer ce qui relève de la maladie et ce qui relève juste d'un épuisement par ailleurs? eh bien, c'est ça, effectivement, qui est un énorme problème, c'est qu'il y a énormément de cofacteurs Mm. et que ces choses se mettent ensemble. Oui, c'est ça. C'est le cumul. C'est le cumul que vous voyez à l'arrivée, le cumul d'une fatigue, d'un état, d'éventuels autres troubles venus d'autres pathologies Mm. que vous avez à l'arrivée. Est-ce qu'on peut réellement distinguer précisément? Ben, on le peut dans certaines études où on aurait fait des mesures avant, Mhm. donc avant les traitements. Ah oui, c'est ça. Quand on fait ces mesures avant les traitements, mais après l'annonce de la maladie, eh ben, dans un certain nombre de cas, on va voir ces troubles cognitifs parce qu'il y en a qui sont déjà induits par ne serait-ce que le stress de l'annonce. Parce Mm. que l'état émotionnel, psychologique, induit des problèmes cognitifs. D'ailleurs, on a de nombreuses études dans la dépression, le lien avec des atteintes attentionnelles et exécutives. Donc, on a un spectre qui est le spectre qui est connu dans la pathologie. Donc, si on a des troubles qui sont complètement différents, on peut se douter qu'ils viennent probablement d'une comorbidité. Mais sinon, en général, ça va se surajouter. Et sur l'origine des troubles, justement, et des cofacteurs, Oui, eh bien, on a l'état psychologique. Alors, il ne faut pas le réduire à l'état psychologique parce que malheureusement, c'est le biais qu'on peut observer souvent, c'est psychologique, ce qui est une certaine forme de culpabilisation de la personne, puisque souvent ça sous-entend que c'est à la personne de le gérer ou que ce serait une question de volonté. Ce n'est pas le cas. L'état psychologique va réellement induire des difficultés cognitives et ça n'est pas une question de volonté. Il va y avoir tous les traitements et je vais détailler un tout petit chouïa, mais on connaît pas mal, il y a beaucoup d'études et il y en a beaucoup en cours sur les différents traitements et leur impact direct. On va avoir bien sûr la fatigue physique, le manque de sommeil. Vous savez que les troubles du sommeil impactent directement la cognition, c'est aussi quelque chose de très connu. Vous avez aussi d'autres choses, des facteurs génétiques, des comorbidités avec les facteurs vasculaires, le diabète. Vous avez les pathologies préexistantes, vous avez les facteurs biologiques, inflammatoires, des questions de lésions de l'ADN. Vous avez beaucoup de facteurs sociologiques. Quel est le niveau d'éducation? On a une sorte de phénomène de réservoir cognitif. Alors ça, c'est lié aux tests traditionnels, je dirais anciens, qui en fait n'arrivent pas à faire la part des choses avec le niveau d'éducation scolaire et le niveau de langage. Donc, ils vont avoir ce qu'on appelle des biais culturels. Vous avez le style de vie. Est-ce que la personne est sportive ou était sportive? Est-ce qu'elle continue à pratiquer une activité physique? On sait que, par exemple, l'activité physique aérobie favorise un meilleur maintien de la fonction cérébrale. Vous allez avoir des questions alimentaires. Hein, ce que vous mangez, est-ce que vous êtes anémié? Vous allez avoir des questions de prise de tabac, d'alcool, de drogue, etc. Et un facteur qui intervient énormément, malheureusement, c'est l'âge aussi. Plus on est âgé, plus on est susceptible d'avoir ces troubles. Et la dose de traitement. oui, oui, Donc, justement, par rapport au traitement, est-ce que justement, scientifiquement, on a démontré cette toxicité et ce que ça peut jouer sur les troubles cognitifs? alors, pour la chimiothérapie, oui, sans aucun doute. Alors, Mhm. encore une fois, ça n'est pas 100%. Hein, ça n'est pas parce que vous avez une chimio que vous aurez encore, forcément ces troubles. Néanmoins, il y a une corrélation. Ils sont plus fréquents dans les chimiothérapies. Et aussi, quelque chose qui est un argument de preuve supplémentaire, c'est qu'on a un effet dose dépendant. Donc, plus votre chimio est forte et plus vous allez avoir un risque cognitif.
Après, on a des explications biologiques. Par exemple, on comprend que la chimiothérapie, elle est faite pour arrêter la prolifération cellulaire. Elle va avoir un impact sur les cellules gliales, qui sont celles qui entourent les axones des neurones pour les protéger, mais aussi pour accélérer l'information. Et donc, on comprend assez bien comment ça peut produire ces troubles, c'est assez logique. La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est réversible. On a des effets, on a des études qui montrent la présence de ces troubles avec les hormonothérapies. Il y a beaucoup de variations dessus, on a encore énormément de questions. Ces études sont récentes, elles ne sont pas encore assez nombreuses, elles sont très variables aussi. On a des effets aussi assez flous de la radiothérapie. Beaucoup d'hypothèses tournent autour d'effets indirects en fait de la radiothérapie par un effet inflammatoire en fait. En tout cas, l'effet de la radiothérapie semble moins important que celui de la chimiothérapie. On a peu d'études sur les thérapies ciblées. Au début, il y avait une sorte d'espoir que ces traitements n'allaient pas passer la barrière de protection du cerveau et donc préserver le cerveau, mais j'ai relevé dans la bibliographie déjà 2 études qui en relèvent de ces troubles. Donc, c'est en pleine étude. On n'a pas de réponse stable. Il faut comprendre que beaucoup de travaux sont très, très récents. On n'a pas assez de données cliniques, à mon sens, pour avoir vraiment des réponses en termes des immunothérapies. Et on a quelque chose aussi qui est connu, ce que je disais tout à l'heure, c'est les effets du choc émotionnel induits par le diagnostic et par le traitement, qui sont très lourds aussi. Donc, tout ce qui est anxiété, dépression, état de stress post-traumatique, tout ce qui est le sillage dont Nathalie parlait, identitaire, profond, les perturbations sociales et affectives, tout ça va entraîner des difficultés cognitives dans son sillage. Alors souvent, on entend les médecins qui disent oui, quand les patients parlent de leurs troubles, disent voilà, comme la fatigue, oui, mais enfin c'est normal. Mais et même quand vous disiez, même quand on fait des tests, c'est même si c'est pas très probant, il faut quand même entendre les plaintes. Il y a Ah, quelqu'un aussi qui lève le doigt. Euh, je- Globalement, on a 75% de plaintes et 25% de mesures cognitives. Donc oui, il y a un décalage. Un grand décalage quand même entre 75 et 25%. Oui, c'est assez fréquemment qu'il y ait une plainte, mais que les tests ne le voient pas. Mm. Alors, il y a des raisons à cette discordance. Il y a des groupes d'études qui essayent de comprendre. D'abord, il faut savoir qu'il y a un manque de sensibilité et parfois un manque de pertinence des tests neuropsychologiques eux-mêmes. Il y a des biais culturels. Il y a le fait que certains vont mal les utiliser. Par exemple, on va utiliser des tests qui sont faits pour détecter la démence, alors que là, on s'attend à des troubles qui sont mineurs à modérés, donc qui ne sont pas assez sensibles. Euh, la pertinence dans la mesure aussi, on s'attend à des décalages qui peuvent être de l'ordre du dixième ou du centième de seconde, alors qu'on va faire des mesures à la main où on a des décalages, une précision de l'ordre de la seconde seulement, donc on passe à côté des troubles mineurs. Il y a aussi un effet important qui est l'effet de la situation du test, qui ne reflète pas forcément ce qui se passe dans la vie quotidienne, parce que les tests peuvent être réalisés au calme, dans un bureau, alors que le patient, lui, peut avoir une vie quotidienne intense, très demandeuse sur le plan cognitif. Il y a aussi parfois le fait que ce n'est pas le bon moment pour le voir. Il y a un effet de réservoir cognitif. Plus les personnes avaient un haut niveau d'utilisation, en fait, de leur fonction cognitive, plus elles vont préserver longtemps et on va avoir une sorte d'effet de cassure qu'on peut observer après des opérations, par exemple. Et puis, parfois aussi, on peut avoir une plainte qui est un appel émotionnel parce que c'est un mal-être qui n'arrive pas à être exprimé autrement. Mais dans tous les cas, quels que soient les résultats des tests, la plainte est importante. En soi, c'est la plainte qui doit être entendue, elle doit être traitée, on doit en chercher la cause et on doit chercher à aider la personne.